Salut tout le monde, c'est le printemps, l'une de mes saisons préférées, les températures s'adoucissent, les fleurs et les arbres fleurissent à nouveau. J'en profite donc pour faire cette vidéo en extérieur parmi les jacinthes des bois que j'aime tant. Ça fait un moment que j'avais envie de faire une vidéo pour vous présenter de la littérature japonaise. Et quand on évoque le Japon, les premières images qui viennent souvent à l'esprit, ce sont les sakura en fleurs. Donc pourquoi ne pas parler de la littérature japonaise au printemps? Au passage, si vous aimez comme moi les fleurs des sous-bois et que vous avez envie d'en apprendre plus sur elles, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur le sujet sur la chaîne La Chronique du Vivant, que je vous mets juste là. J'ai donc choisi 4 livres de littérature japonaise que j'ai lus récemment et que je vais vous présenter dans l'ordre de mes préférences. Et je vais commencer par ma plus grande déception, comme ça après on n'en parle plus. Il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Tochikatsu Kawaguchi. Le succès pour moi de ce livre est un véritable mystère. Apparemment, il a eu un énorme succès au Japon avec plus d'1 million d'exemplaires vendus et c'est sans aucun doute pour moi ma pire lecture de toute l'année 2024. Je vous le présente quand même parce que je pense que c'est tout aussi intéressant de parler des défauts d'un livre que de ses qualités. Déjà, de quoi ça parle? Dans ce livre, on va suivre 4 histoires qui se déroulent toutes au même endroit, c'est un huis clos. Les intrigues se déroulent dans un café qui est un peu particulier parce qu'il est connu pour permettre de voyager dans le temps. Mais attention, pour ça, il faut respecter des règles très précises. J'ai d'ailleurs plutôt aimé cette idée au début parce que c'est des règles qui sont très absurdes. Par exemple, on peut voyager dans le futur ou le passé, mais pour ça, il faut s'asseoir à une place bien précise et on ne peut pas changer le futur quoi qu'il arrive. Quand on voyage dans le temps, on ne peut voir que les personnes qui sont venues dans ce lieu, ce qui est quand même un peu limitant. Et le voyage ne dure que le temps que le café qu'on nous a servi est encore chaud. Il y a encore plein d'autres règles très absurdes évidemment que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de lire ce livre. À travers cette histoire, on va suivre différents destins de personnages qui vont chercher à voyager dans le temps pour résoudre une situation avec un proche ou pour changer un aspect de leur vie, qui permet d'aborder des thèmes différents que je ne vous dévoilerai pas non plus parce que c'est un livre qui est extrêmement court. Au départ, j'étais emballée par le fait que ce livre intègre des notions d'imaginaire de manière assez simple. Il y a beaucoup ça dans la littérature japonaise, des récits qui vont intégrer ces notions-là de façon douce et simple, sans qu'on tombe totalement dans de la pure fantaisie non plus. Je pense d'ailleurs que ça peut être un moyen très accessible de découvrir et de prendre goût à la littérature de l'imaginaire, si c'est quelque chose qui vous tente, mais qui vous fait un peu peur. Mais je vous déconseille de commencer avec celui-là, vous l'aurez compris. Je ne comprends vraiment pas en fait l'engouement pour ce livre. Pour moi, il est vraiment surcoté. Peut-être que c'est la traduction qui joue, mais déjà en termes de style, il n'y a vraiment rien de fou et surtout, il y a beaucoup trop de répétitions. Le livre en fait est composé de 4 grands chapitres, donc un chapitre correspond à l'histoire d'un personnage, et à chaque fois on nous résume les règles du voyage dans le temps. Sauf qu'au bout d'un moment on a compris, a priori on était déjà là dès le premier chapitre, donc pourquoi nous les rappeler à chaque fois? Déjà c'est redondant, et en plus le livre n'est pas bien long, donc c'est dommage de perdre du temps là-dessus. Pour être honnête, j'ai fini par le lire presque en diagonale, ce qui m'arrive quasiment jamais. Chaque histoire, en fait, va servir de prétexte pour nous donner une petite morale sur la vie à la manière un peu d'un conte philosophique. On sent que l'idée, c'est de nous raconter une histoire avec de fortes émotions qui sont censées marquer le lecteur. Et pourquoi pas, je trouve que cette idée de voyage dans le temps, dans un contexte assez atypique, avait quelque chose qui aurait pu être intéressant. Mais je n'ai trouvé aucune histoire vraiment marquante et je m'attendais surtout à ce qu'elle soit plus poignante. Par moments, j'avais presque l'impression qu'on se rapprochait plutôt du développement personnel plutôt que d'une réelle philosophie de vie. Alors je suis peut-être un peu dure, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas l'impression d'en retenir vraiment une réflexion qui va, marquer, ma façon d'appréhender la vie ou mes rapports aux autres, par exemple. En plus de ça, je trouve qu'on ne s'attache pas vraiment aux personnages, ce qui devient un peu compliqué quand le but du livre est de nous émouvoir un minimum. Au niveau du rythme, c'est un roman qui est très court, comme j'ai dit, il se lit extrêmement vite et pourtant il y a énormément, j'ai trouvé, de descriptions inutiles, en particulier sur les tenues des personnages qui n'apportent strictement rien au récit. Un peu comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre qui aurait fini par être un roman. Les descriptions, en fait, elles ne font ni avancer l'intrigue et n'ont pas non plus d'intérêt littéraire particulier. Tout ça pour dire que je ne vous recommande pas cette lecture, il se passe pas grand-chose et j'ai vraiment rien retenu de marquant. Des livres qui ont pour concept le voyage dans le temps, il y en a des 1000 fois plus émouvants et profonds. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes aussi qui ont l'air d'être en fait une suite et qui reprennent exactement le même concept, mais simplement avec des histoires différentes. Alors inutile de vous dire que je ne les lirai pas. Le travail éditorial en revanche est très bien fait. Alors c'est pas mon style, mais je pense que la couverture peut donner envie. Niveau marketing, ils sont très forts. Il y a l'ambiance un peu chaleureuse, le chat, voilà les chats, toujours efficaces pour faire vendre. Je pense que ça peut attirer, mais il faut pas s'y fier. Déjà, il n'y a aucun chat dans l'histoire. Et le café dans lequel se déroule l'intrigue n'a vraiment rien d'attrayant non plus.
En fait, ce genre de couverture, il y en a énormément et je pense que ça fait vendre parce que ça retranscrit très bien, ce qu'on attend et comment on perçoit la littérature japonaise. C'est-à-dire une littérature d'ambiance avec un effet un peu enveloppant comme ça, où on est bien, où on se coupe un peu du monde. Un peu comme, quand on regarde un drama coréen, léger pour se détendre, en tout cas pour ma part. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres issus de la littérature japonaise qui permettent d'avoir une vraie respiration. Souvent, il ne s'y passe pas grand-chose, c'est plutôt, contemplatif et ça peut vraiment faire du bien, hein, vu le monde anxiogène dans lequel on vit, ça ne peut pas faire de mal. Ces livres ont quelque chose de réconfortant, mais et je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus parce que c'est simplement là des questionnements qui me viennent. Mais je me dis que c'est aussi un peu réducteur et assez, essentialisant peut-être. Alors je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser dans ce contexte-là, mais je trouve que c'est assez réducteur de s'arrêter à cette image de la littérature japonaise parce que, bah, elle est aussi autre chose. C'est pas, voilà, forcément que douceur et poésie. Donc voilà, je ne vais pas m'appesantir plus sur ce livre-là, vous avez compris ce que j'en pense et on va passer au prochain qui est Ozuki, l'ombre du chardon, écrit par Aki Shimazaki et édité par Babel. Alors j'ai passé un bon moment, de lecture, même si a priori c'est pas ce que je préfère en termes de style. Là, l'écriture est assez dépouillée, les phrases sont courtes, mais on est tout de suite dedans. On suit l'histoire de Mitsuko, une femme qui tient une librairie d'occasion spécialisée dans les livres qui traitent de la philosophie et qui a une double vie le soir. Elle vit tranquillement avec sa mère et son jeune fils Talo, qui est sourd et muet, jusqu'au jour où une femme entre dans sa boutique avec sa fille et qui va immédiatement se lier d'amitié avec Talo. Mitsuko, elle est assez méfiante quant à cette nouvelle fréquentation et on va assister aux conséquences de cette rencontre sur leur vie. Alors malgré le fait que c'est aussi un livre, bah, qui est très court, beaucoup de thèmes sont abordés à travers la vie de la personnage principale. On parle, d'avortement, de la maternité, de la prostitution, du rapport homme-femme dans la société japonaise, de la religion et même un peu aussi du rapport aux animaux. Alors c'est extrêmement légèrement, hein, mais comme c'est un sujet qui m'importe beaucoup, j'étais obligée de le relever, il y avait quand même des petites phrases. Évidemment, toutes ces thématiques, bah, ne sont pas forcément très creusées parce que encore une fois, c'est un livre qui est très court. Ça se lit extrêmement vite mais il n'y a pas de blabla inutile. Il n'y a pas tant que ça d'action, hein, mais on décroche pas parce qu'on explore en fait la vie du personnage qui est intéressante et qui dévoile beaucoup d'aspects des mœurs japonaises. L'autrice utilise des flashbacks qui sont bien dosés et il y a assez de rebondissements pour qu'on ne s'ennuie pas. On s'attache aux personnages et on a envie de connaître leur histoire surtout. Moi j'ai bien aimé le personnage de Mitsuko parce qu'elle ne correspond pas forcément au cliché féminin, c'est-à-dire qu'elle est assez sauvage, très indépendante. Elle veut pas forcément se lier d'amitié ou tisser des liens avec autrui. Elle a l'air de ne pas accorder trop d'importance non plus à l'impression qu'elle va laisser aux gens. C'est un personnage qui est très secret, dont on va découvrir la vie et le caractère au fur et à mesure. Je pense que c'est un livre parfait pour se mettre à la lecture ou pour vous y remettre si vous avez un peu de mal en ce moment. Ça se lit d'une traite, c'est pas compliqué. Apparemment, ce livre est le deuxième d'une série de 5 livres qui s'appelle L'ombre du chardon et qui se déroule dans le même univers. Mais je pense pas que ce soit gênant de le lire sans avoir lu forcément les autres, hein. Ils peuvent se lire totalement indépendamment, sans problème. Alors, je passe un petit peu rapidement sur celui-là parce que d'habitude, je fais des analyses un petit peu plus longues, ou un peu plus poussées, mais là, j'ai pas spécialement d'autres choses à vous en dire et d'autres choses qui m'ont vraiment marquée. On passe maintenant à l'avant-dernier livre que je voulais vraiment vous présenter et que j'ai beaucoup aimé cette fois. Il s'agit des Délices de Tokyo, écrit par Dorian Sokegawa, qui pour le coup est exactement, je pense, le genre de lecture qui correspond aux idées préconçues qu'on peut avoir sur la littérature japonaise. Et c'est bien aussi parce que bah, ça fait du bien, des lectures comme ça. C'est-à-dire une histoire simple, courte, mais efficace, émouvante, touchante, avec évidemment une touche de poésie. C'est beaucoup plus philosophique que l'histoire du café chaud, là. On suit l'histoire de Sentaro, donc un homme qui vend des dorayaki, les fameuses pâtisseries japonaises fourrées à la pâte de haricots azuki, qui sont délicieuses au passage. Il fait surtout ce travail pour rembourser une dette qu'il a auprès de son patron, mais il ne fait pas ça de gaieté de cœur, hein. Ces pâtisseries, c'est loin d'être les meilleures du coin. Il utilise la pâte industrielle qu'on lui fournit et il fait ce qu'on lui demande en gros. Jusqu'au jour où il décide d'embaucher quelqu'un pour l'aider et aussi pour combler son ennui. Et c'est là qu'il va rencontrer Tokue. Tokue, c'est une mystérieuse vieille dame de 76 ans qui va finir par le convaincre de l'embaucher parce qu'il s'avère qu'elle sait préparer la pâte de haricots comme personne. Et dès qu'ils commencent à travailler ensemble, les ventes de pâtisserie explosent. Problème évidemment, Tokue cache un secret qui aura des répercussions quand il sera découvert. Alors j'ai passé un très bon moment de lecture. Déjà il faut savoir que juste avant j'avais lu l'histoire du café chaud, donc autant vous dire que là ça faisait plaisir de trouver une histoire où les personnages sont bien écrits. On ne se dit pas qu'on va se passionner pour l'histoire d'un vendeur de dorayaki et d'une vieille dame, et pourtant on est touché très rapidement.
Là, on a envie de les suivre, d'en savoir plus sur eux et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, c'est un mélange de 3 générations. Parce que je trouve qu'on vit trop peu dans notre société cette possibilité d'échange avec d'autres générations, alors que c'est quelque chose qui peut être très enrichissant parce que, bah, on peut tous apporter mutuellement quelque chose. Je pense que ça peut être que bénéfique. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment, l'occasion de vivre en dehors d'un cadre, familial. Et là, justement, on suit 3 personnages qui viennent de milieux différents et qui ont un parcours de vie qui n'a vraiment rien à voir. Sentaro, c'est un homme qui a la quarantaine, qui est assez désabusé, qui essaye, tant bien que mal de rembourser ses dettes en noyant, son mal-être dans l'alcool. On n'est pas sur un parcours qui respire la joie et la légèreté. À côté, on a Wakana, une jeune adolescente qui est l'une des clientes de Sentaro et qui va se lier d'amitié avec lui et Tokue. Et enfin, Tokue, évidemment, cette vieille dame au passé mystérieux qui fait de délicieux dorayaki et qui a son petit caractère tout en étant très attachante. Elle a des répliques intrigantes, mais qui va surtout venir tous les bousculer. En particulier, évidemment, Sentaro, elle bouscule les habitudes, la routine, mais qui va finalement lui permettre de reprendre goût à la vie et retrouver une certaine estime de lui-même. Ce livre, il aborde beaucoup de thématiques comme la solitude, la mémoire, les préjugés, mais les plus importantes sont justement la transmission et des réflexions sur le sens qu'on peut donner à sa vie. Le livre met aussi en lumière un aspect historique assez terrible du Japon qui, à mon avis, est assez méconnu. Pour ma part, j'en avais pas vraiment entendu parler. Je préfère évidemment ne pas vous dire ce que c'est parce que ça dévoile trop d'éléments de l'intrigue. Il y a une corneille qui m'interrompt là. As-tu fini? C'est bon. Alors au-delà des personnages et des thèmes, j'ai beaucoup aimé l'écriture cette fois, qui, même si elle est simple, est très poétique, que ce soit dans les images que nous propose l'auteur, les dialogues, la façon d'être des personnages, mais aussi parce que c'est une écriture qui est très sensorielle. On parle évidemment beaucoup de cuisine, mais surtout des sensations qu'on éprouve quand il s'agit de la nourriture. Que ce soit évidemment le goût, mais aussi les odeurs, le toucher, le son, tout est mobilisé pour nous décrire les dorayaki. Il y a une écriture qui est vraiment très sensorielle. Alors pas au même point non plus que le parfum de Suskin, mais quand même, il y a de très belles descriptions et on sent presque le goût des pâtisseries, leur texture. Franchement, il y a des passages qui m'ont vraiment donné faim, j'avais envie de les goûter. C'est un livre qui fait du bien. C'est émouvant et triste, mais le sentiment dominant qui reste, c'est un sentiment doux, rempli de poésie, qui redonne un peu foi en la vie, j'ai trouvé. C'est doux amer, et moi j'aime bien ce genre de lecture-là. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié Tokue, c'est une belle rencontre, ce personnage aussi. Je pense que je vais me pencher sur les autres livres de cet auteur parce que je trouve qu'il arrive, par une histoire et une écriture assez simple finalement et accessible, à faire passer beaucoup d'émotions et d'idées. Donc si vous en avez à me conseiller de cet auteur, je suis vraiment preneuse, faites-le en commentaire. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande aussi de visionner l'adaptation des Délices de Tokyo réalisée par Naomi Kawase qui, je trouve, l'a vraiment bien adapté. Et maintenant, on va terminer par le livre que j'ai préféré du lot, c'est-à-dire Une soif d'amour de Yukio Mishima, édité chez Folio, ou Comment te convaincre de ne plus jamais lire la 4e de couverture. Alors, j'ai trouvé cet exemplaire dans une boîte à livres. Le résumé m'a semblé intéressant, sauf qu'en fait, ce qui est dit, c'est littéralement la fin du livre. Voilà, génial, on adore. Donc évidemment, ça a beaucoup impacté ma lecture parce que l'événement important, que je ne vous dévoilerai pas bien sûr, qui est décrit, je l'ai attendu pendant tout le livre, et c'est en fait l'acte final. Voilà, je pense 3 pages avant la fin. Donc surtout, n'allez pas lire le résumé. Dans ce livre, Mishima dépeint l'histoire d'une jeune veuve du nom d'Etsuko qui vit à la campagne avec sa belle famille. Elle va devenir, malgré elle, l'amante de Yakichi, donc son beau-père, qui est un homme âgé, et va dans le même temps tomber amoureuse de l'un des domestiques de la maison. Je dirais que c'est le livre que j'ai préféré, et de loin pour le style. Il y a vraiment une vraie maîtrise de l'écriture chez Mishima pour parvenir à retranscrire la psychologie des personnages avec toute leur complexité. Il explore en profondeur le sentiment de frustration, de colère, de passion et surtout de jalousie dans toute leur subtilité. En fait, je trouve que c'est le mot qui résume tout le livre, la subtilité. Il va explorer toutes les subtilités de la souffrance que va éprouver le personnage d'Etsuko tout au long de l'intrigue. Mishima maîtrise vraiment ça, on sent qu'on a affaire à un vrai écrivain, quoi, un sacré écrivain. Je trouve qu'il arrive à mettre en mots des aspects très précis et subtils de certaines émotions et sentiments qu'on peut avoir et qu'on aurait pourtant du mal à décrire soi-même. C'est ce qui nous tient accrochés parce qu'au final, là non plus, il ne se passe pas grand-chose. On est dans la vie quotidienne du personnage d'Etsuko, dans l'exploration de sa vie et de ses émotions. On est vraiment de son point de vue, mais il y a une tension qui s'installe tout au long de l'intrigue très très doucement jusqu'à arriver au climax et au fameux dénouement qui est vraiment dans toutes les dernières pages du livre. C'est vraiment une montée en tension qui exprime parfaitement
La passion réprimée et la frustration d'Etsuko. Alors au-delà de la jalousie et de la souffrance, Mishima dépeint aussi certains aspects de la vie japonaise, comme l'importance qui est donnée à la hiérarchie au sein de la famille et qui est là aussi, une source de souffrance. Mais il décrit aussi la vie citadine et celle de la campagne qui met un peu en opposition par le biais du personnage de Yakichi, donc le beau-père d'Itsuko. Parce qu'en fait, lui, il a bien réussi sa vie en ville, mais il passe sa retraite dans sa propriété à la campagne. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, des descriptions un peu intéressantes de ce point de vue-là. Je pense que si j'ai préféré le livre de Mishima, c'est parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on attend généralement de la littérature japonaise. Alors certes, il ne se passe pas grand-chose non plus ici. La solitude, qui est un thème quand même très présent dans ce genre de littérature, est là aussi, mais ce livre n'a rien de doux. On n'est pas dans une ambiance chaleureuse. Là, les sentiments et les émotions qui sont explorées n'ont rien de positif, bien au contraire. Et j'ai pas forcément l'habitude de lire des choses comme ça et d'explorer ce genre d'émotions-là. Alors évidemment, j'aime aussi les romans plus doux, hein. Je vous avais présenté un livre de Yoko Ogawa dans une vidéo sur la littérature étrangère que j'avais bien aimé. Et ça fait du bien, hein, de lire des choses plus douces qui invitent à la contemplation, à voir de la beauté, de la poésie dans des choses plus simples. C'est quelque chose qui me touche beaucoup en général parce que ça correspond aussi à une certaine vision que j'ai de la vie. Mais même si je m'y retrouve, je constate quand même que j'ai souvent besoin de plus dans mes lectures. Les livres que je viens de vous présenter là, par exemple, je les ai lus d'affilée et je pense que c'était une erreur parce que à la fin, j'ai vraiment eu le sentiment que ce genre de lecture ne me comblait pas totalement. Je pense que ça me convient quand c'est une respiration de temps en temps, pendant un moment où voilà, j'ai envie de me réfugier loin de l'agitation du monde, mais je sens aussi que je ne peux pas me contenter de ça. Alors j'ai pas forcément besoin qu'il se passe mille choses, hein, mais j'ai besoin de je sais pas, de plus de complexité et d'intensité. Je sais pas si vous vous retrouvez dans ce que j'essaye d'exprimer, hein, c'est peut-être un peu maladroit, mais dites-moi d'ailleurs, quel est votre rapport à la littérature japonaise, hein? Ça m'intéresse beaucoup et surtout si vous avez des recommandations qui justement ne répondent pas à ce qu'on attend de ce genre-là, surtout partagez-les. Je pense qu'en tout cas, je vais explorer sérieusement l'œuvre de Mishima parce que c'est un auteur avec une vraie plume et qui a de toute évidence une forte capacité pour dépeindre les émotions humaines. Il a eu aussi un parcours de vie qui est quand même très très particulier. Je vous ferai probablement une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie aussi. Donc voilà, pour le livre que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donnez-moi votre avis si vous les avez lus. Si vous avez d'autres recommandations, allez-y aussi, hein, ne vous privez pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!